Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans cette édition de nos informations. Changer l'image de la capitale guinéenne, se battre aussi pour l'intégration et l'indépendance économique du continent africain, telles sont entre autres ambitions du nouveau président en exercice de l'Union africaine. Dans un entretien avec les hommes de médias, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a d'abord dépeint les maux dont souffre son pays avant d'énumérer des pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs. Alcéné Diallo. Conakry est l'une des capitales les plus sales au monde. Pour s'enquérir de cette réalité, il suffit de faire un tour dans les quartiers. Et le président Alpha Condé est bien conscient de cet état de fait. Et même là, il y a l'industrie notoire. Les gens qui ne recherchent pas, ils jettent le chantier dans des caniveaux. Ils bourrent les caniveaux et choses. Les caniveaux sont bouchés. Ou bien ils mettent dans la rue. Alors que dans tous les pays du monde, il y a quand même des trucs pour mettre des déchets. On met au bord de la route pour que ça soit ramassé. Aujourd'hui, la capitale de Conakry, on a deux inconvénients. C'est l'assainissement et le voirie. Conakry a totalement changé. Évidemment, un peu aussi dans l'anarchie. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles. Mais c'est l'anarchie, parce que quand vous considérez un immeuble à côté ici, il y a un bidonville là, etc. Non. Pour donc changer cette image et débarrasser les citoyens de cet état d'immondice et ces odeurs nauséabondes, le chef de l'État dit avoir multiplié les contacts avec des partenaires afin que Conakry soit une ville où il fait bon de vivre. Et tout ça, nous sommes en train de travailler. Vous avez bien vu qu'on a fait avec Singapour. Singapour, comme c'était avant, les gens qui ont transmis Singapour, on est en train de travailler avec eux pour Conakry 2040. Et avec l'Union européenne, le Grand Conakry en 2040, etc. pour qu'on ait. Et aujourd'hui, le Maroc, j'ai reçu les envois du roi hier, et le roi va venir, et beaucoup de gens aujourd'hui sont déterminés, que ce soit le roi du Maroc, que ce soit l'Union européenne, etc., sont décidés à nous accompagner pour l'assainissement. Pas seulement de ramasser les déchets, mais de les transformer en énergie et en engrais. Élu par ses pairs à la tête de l'Union africaine le 30 janvier dernier, le président Alpha Condé a promis de lutter pour l'indépendance économique du continent. Près de 70% du fonctionnement de l'Union africaine était assuré par l'extérieur, notamment de l'Union européenne. Comment voulez-vous dire que vous êtes indépendant quand c'est quelqu'un qui vous finance? Mais là, il y a une prise de conscience à Kigali. On a mis en place une commission. Aujourd'hui, tous les pays doivent payer 0,2% des importations. Et ce montant-là dépasse largement les besoins de financement de l'Union africaine. C'est pourquoi on a décidé que le reste va être mis à la base. Déjà, avoir l'autonomie, nous gérer nous-mêmes, ne plus avoir besoin de l'argent de l'extérieur. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième, c'est les réformes. Vous savez très bien que quand l'Union européenne dit 10 heures, à 10 heures moins 5, tous les chefs d'État sont dans la salle. Nous, si on dit 10 heures, si vous commencez à midi, vous avez commencé tôt. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes nous ne respectons pas notre organisation, comment voulez-vous que les autres respectent notre organisation? Et l'adhésion du royaume chérifiant n'est pas restée en marge de ce tête-à-tête avec les journalistes de la presse privée guinéenne. Tout le monde a pensé que l'entrée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais avant, moi, j'avais cru que les gens pouvaient d'autres pour dire, voilà les problèmes que nous avons en Afrique. On a le terrorisme, on a l'immigration clandestine, on a le climat, on a l'énergie, etc. On a le Boko Haram, etc. Donc, il ne faut pas que si on a des divergences sur un problème, cela nous empêche de nous unir pour faire face à tous les autres défis. Et la preuve aujourd'hui, le Maroc est rentré, vous avez entendu, consensus. Et il n'y a eu rien. Aujourd'hui, nous sommes d'accord de nous concentrer, même si on a des divergences, on doit se concentrer. Ces divergences ne doivent pas nous empêcher de nous concentrer sur les véritables problèmes aujourd'hui, sur le terrorisme, la lutte clandestine, le développement du pays, l'énergie, etc. Avec toutes ces annonces, la question est de savoir si le président Alpha Condé pourra atteindre ses objectifs quand on connaît l'incivisme des Guinéens et la faiblesse de certains chefs d'État africains. Une table ronde nationale sur l'initiative pour un développement minier responsable s'est ouverte ce mardi à Conakry. Prévue pour 2 jours, à terme, les acteurs devront élaborer un plan stratégique national du secteur minier pour une croissance inclusive. Mamadou Alphaba pour le compte-rendu. Mener des consultations avec l'ensemble des acteurs miniers guinéens est le but recherché par le ministère du tutelle afin de dégager une vision partagée pour le développement du secteur. L'objectif général de la table ronde est d'amener les principaux acteurs concernés, le gouvernement, les entreprises minières, les autorités locales, la société civile, les communautés locales, les élus locaux,
les partenaires techniques et financiers et autres personnes ressources à échanger sur leurs préoccupations de manière ouverte, constructive et soutenue dans le temps. Il s'agissait de dégager les principes directeurs pour une vision partagée du développement du secteur minier à partir d'une compréhension commune des contraintes et des opportunités, l'identification des compromis acceptables et l'optimisation des bénéfices pour tous. Bien que la Guinée soit un pays minier par excellence, la société civile guinéenne regrette que des populations continuent de vivre dans la misère. Et cela serait dû, selon le président du CNOX, à la corruption. À côté de ce Eldorado minier, vit une population d'à peine 13 millions d'habitants, mais dont plus des 3/5 souffrent de privations multiples et notamment en termes de services sociaux de base. L'illustration la plus tangible en 2017 de ce phénomène en Guinée est la persistance de la courbe de la corruption et la faible maîtrise de l'impunité. Le tout consolidé par un incivisme aggravé, créant un déficit de confiance. La grande pauvreté du pays profond est en corrélation avec l'exploitation minière dans la plupart de ces localités. Les résultats de ces activités de réflexion et de dialogue sur diverses thématiques dans la gestion des mines serviront de repères solides pour le plan national de développement économique. Les conclusions de l'initiative pour un développement minier responsable serviront de base robuste et légitime pour la mise à jour de la lettre politique et du plan de développement du secteur minier en cohérence avec le plan national de développement économique et social. Cette table ronde a connu le soutien et la participation du Forum économique mondial et de plusieurs structures du système des Nations Unies. Président, la cérémonie d'ouverture des travaux, le chef de l'État a reconnu que la Guinée souffre d'un manque de logistique dans le secteur minier guinéen. Professeur Alpha Condé a donc promis l'installation très prochaine d'un laboratoire en Guinée. Par ailleurs, le président de la République a appelé à la bonne collaboration des sociétés minières évoluant dans le pays. Regardez. Dans cet échange entre les différents partenaires, nous souhaitons que les échanges soient basés sur, pas un langage de bois, mais c'est un langage de vérité. Que ce forum nous permette de mettre l'accent sur toutes nos insuffisances. Donc nous souhaitons que nos partenaires n'hésitent pas à mettre le doigt sur les différentes insuffisances du secteur minier guinéen actuellement. D'abord, nous allons nous doter de laboratoires, car actuellement, il n'est pas possible pour le gouvernement de connaître exactement les quantités exportées ou la teneur. Nous sommes tributaires des entreprises. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On a fait 100 000 tonnes, c'est 30%, 50%, 60%. Nous ne sommes pas capables de vérifier. Donc, au cours de l'année, nous allons nous doter de laboratoires et de bateaux, grâce au partenariat avec certains pays, pour qu'enfin nous soyons en mesure de vérifier à chaque départ combien de tonnes partent et quelle est la qualité. Aussi, pour éviter l'écrémage, nous ne voulons pas que les entreprises, quand ils ont des secteurs où 30%, 50%, 60%, qu'ils prennent 50%, 60% et qu'ils laissent le reste. Parlons à présent du lundi noir à Conakry. Après une journée émaillée de violence, des personnes exigeant, dit-on, la réouverture des classes, la ville retrouve peu à peu son ambiance habituelle. Au lendemain de ces douloureux événements, le bilan des dégâts est énorme, tant sur le plan matériel qu'humain. Et les responsabilités restent tout de même partagées selon certains observateurs. Bountourabi Keita. Lancée depuis le 6 février dernier, la grève des enseignants s'est finalement soldée par de violentes manifestations qui ont secoué Conakry toute la journée du lundi. Des violences qui ont fait des morts et d'énormes dégâts matériels. Un état de fait que déplore le ministre porte-parole du gouvernement. Damantan Albert Camara dénonce l'allure compris les choses. Ça semble quelque chose qui a plusieurs ramifications parce que quand je vois la campagne qui a été organisée sur les réseaux sociaux avec certaines personnes qui disaient que le gouvernement se rend coupable de crimes contre l'humanité parce que tout simplement les élèves avaient été amenés à rester à la maison pour leur propre sécurité pendant 15 jours,
je trouve quand même qu'il y a eu une campagne de préparation méticuleuse de ce qui s'est passé hier. Maintenant, dans quel objectif? Pourquoi? Par qui? Ça, seul l'avenir le dira, et c'est que des investigations très précises. Ces revendications des syndicats, des enseignants et la protestation des élèves et parents d'élèves restent bien fondées d'après Alpha Boubakarba de la cellule de communication de l'UFDG. Pour cet acteur politique, le peuple doit exprimer son ras-le-bol face à un gouvernement qui ne tient pas ses promesses. Lorsque le gouvernement ne fait pas son travail, et le gouvernement se met à émettre des fausses promesses qu'il ne tient pas à chaque fois, le peuple finit par exprimer son ras-le-bol, à descendre dans la rue, et malheureusement, lorsque ça arrive, il y a des dommages collatéraux. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Mohamed Sita Sissé de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel réplique à certains propos de son prédécesseur. Il trouve normal que le peuple exprime son mécontentement face à une situation donnée, mais n'approuve guère la manipulation des politiques qui, selon lui, avaient une main noire derrière les manifestations de ce lundi. Nous avons compris, nous, à notre niveau, qu'on est parti au-delà des revendications des enseignants. Nous avons vu des gens, des jeunes, barrer les routes. Hier, j'ai compris, honnêtement, qu'il y a un peuple qui exprimait un peu son mécontentement vis-à-vis d'une situation. C'est la démocratie. On ne va empêcher la liberté de quelqu'un. Mais ce qui est plus dangereux, c'est lorsque les politiques se mettent dans l'éducation pour essayer de diffuser des informations qui peuvent mettre la paix et l'unité nationale en danger. À noter que ces manifestations ont fait 5 morts du côté des civils et plusieurs blessés du côté des hommes en uniforme. Le calme est certes revenu à Conakry, mais des acteurs de la société civile guinéenne déplorent l'incident et souhaitent que le gouvernement rétablisse la confiance avec son peuple. Le président du CROSC, Conseil régional des organisations de la société civile, s'est exprimé ce mardi dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM TATV. Décryptage, Mariama Baïloni. Une société civile aussi affectée par les violences a enregistré hier lundi à Conakry. En sa qualité d'observateur, le Conseil régional des organisations de la société civile ainsi que d'autres plateformes n'ont su garder le silence face à ces affrontements qui ont de nouveau coûté la vie à 5 Guinéens. Abdoul Sako exprime son désarroi. L'État doit travailler aujourd'hui à rétablir la confiance entre lui et les citoyens. Sinon, c'est des situations pareilles que des gens aussi qui sont mal intentionnés vont profiter pour nous entraîner dans des citoyens de chaos comme hier. Mais pas même aussi parler, par exemple, le degré de frustration, le manque de crédit. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises en amont pour nous éviter qu'il faut à cette situation. C'est cette prise de confiance qu'il faut aujourd'hui combattre. Et ça ne se combat que par des actions concrètes, ça ne se combat que par des actions responsables. Voyez ça, je vous dis, c'est une crise qui a été entretenue de toutes pièces. Le président de l'ONERE a quant à lui indexé les autorités face à la déliquescence de l'école guinéenne d'Ousseï Chofouri. Ceux qui Guinéens ont perdu la vie hier, vraiment c'est regrettable. Hier avec des blessés graves, tant dans le rang de la gendarmerie nationale au niveau des citoyens paisibles, des citoyens innocents qui étaient dans le quartier et ne savent pas ce qui se passe. Vraiment, c'est regrettable. Donc, moi, je pointe du doigt le gouvernement de la République de Guinée, je pointe du doigt l'Assemblée nationale, qui sont des élus, qui sont dans les quartiers, qui devaient jouer un rôle. Chacun a manqué à son rôle, et voilà pourquoi nous avons vécu ces événements douloureux, ces événements indescriptibles. Le calme revient donc ce mardi après la signature d'un accord global entre le syndicat et le gouvernement guinéen. L'ouverture des classes est prévue ce mercredi 22 février selon la déclaration du porte-parole du gouvernement, Albert Tamantan Camara. Sur ces incidents malheureux, justement, des citoyens aussi épris de paix déplorent les cas de mort, des dégâts matériels et appellent tous les Guinéens à la retenue. Par ailleurs, ils demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour prévenir de telles manifestations dans le pays. Explication Diao Bachir. Des souffrances et des paniques, il y en a eu dans la journée de ce lundi 20 février 2017. Pour s'acquitter d'une affaire sociale à Lambani, Alexis Bangoura s'est vu obligé de faire un grand marathon du marché Taouya à Dixine Terrasse. Moi en question, je voulais partir voir la famille à Lambani. Je me suis embarqué jusqu'à Taouya. Taouya, il y avait des agents et des civils qui se jetaient des cailloux. Il n'y avait pas de passage.
J'ai marché à pied de Taouya jusqu'à Lambaye. À mon retour aussi, c'est de Lambaye jusqu'à Discline Terrasse que je me suis embarqué. Après avoir enduré les mêmes galères, Soriba Ibrahima Touré appelle lui les parties prenantes à mettre tout en œuvre pour que les accords signés soient appliqués à la lettre. Toute chose qui, selon lui, pourrait rétablir la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Il y a eu la satisfaction. Moi, je pense que tout le monde doit maintenant aller à ses affaires. Mais je précise que les accords qui ont été signés, il faudrait que ces accords soient vraiment appliqués à la lettre. De ne pas dire que quand le jour va arriver pour dire que bon, il y a eu encore pour parler par-ci par-là. Mais l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour que cela soit. Si cela n'arrive pas, on ne peut pas toujours porter confiance. Tout en reconnaissant le droit aux élèves de manifester pour une éducation, Alexis Bangoura estime que les autorités auraient pu prévenir ces manifestations. Il implore tout de même la grâce divine pour des solutions heureuses. Prévenir les choses à temps. Les enfants, c'est leur droit, ils sont en train de réclamer devant Dieu. C'est leur propre droit. Ils ont droit d'étudier, d'être formés pour être les cadres de demain comme les Alpha Condé, comme les premiers ministres là. Les enfants là aussi seront comme eux demain là. Mais s'ils perturbent l'avenir des enfants, c'est bon, c'est pas bon. Moi, j'ai pris Dieu vraiment que Dieu solutionne les problèmes guinéens. Selon des informations, 5 citoyens ont perdu la vie au cours de ces manifestations qui ont aussi fait d'importants dégâts matériels. 5 personnes tuées, c'est le bilan exact officiel annoncé. Le Forum civil guinéen déplore lui aussi les pertes en vies humaines enregistrées lors des violences du lundi à Conakry. Les membres de la structure ont fait savoir leur indignation ce mardi devant un parterre de journalistes à Koleya. Pour donc éviter ce genre de situation dans le pays, le Forum civil guinéen plaide pour un diagnostic complet du système éducatif guinéen. Saloum Kondé. Dans cette déclaration, le Forum civil guinéen a dénoncé d'abord les épreuves de force entre la population et les hommes en uniforme. Les membres de cette organisation de la société civile regrettent là l'utilisation des armes non conventionnelles. Nous sommes déçus parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter que les partenaires de la Guinée, l'Union européenne et les autres institutions investissent de sommes colossales dans la réforme des services de sécurité et de défense, et qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, qu'on assiste à des blessés par balle, des morts par balle. La crise au sein du système éducatif préoccupe aussi ces activistes de la société civile. C'est pourquoi le Forum demande à l'État de poser le vrai diagnostic de l'éducation guinéenne. Moi, au-delà de leur accord, parce que finalement, après tout ce que j'ai comme retour, je n'y crois pas trop, mais nous posons-nous la question fondamentale, le concept de l'éducation en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'éducation évolue? Et il faut dénoncer les tares de cette éducation. On est dans un monde de compétition. On est dans un monde néolibéral où le vainqueur rafle la mise. Nous, nos jeunes aujourd'hui, on doit rêver que nos enfants, nos neveux, nos nièces, demain, qu'ils soient parmi les élites du monde. Pas seulement les élites guinéennes, les élites du monde. Les membres de cette structure ont révélé que certaines victimes de la protestation des citoyens pour la reprise des cours ce lundi ont demandé l'assistance du Forum civil guinéen pour la saisine des juridictions compétentes. Autre élément de l'actualité nationale, le nouveau Kontigi de Bokeh a été investi dans ses fonctions ce week-end. À cette occasion, les ressortissants de la Basse-Côte se sont fortement mobilisés à la cérémonie pour lui donner toute sa signification. Les populations de Bokeh en particulier, celles de la Basse-Guinée en général, sont pleines d'espoir quant à la réussite dans sa mission confiée au doyen Tem Kalissa. Soirée Boubacar pour le compte-rendu. Tem Kalissa, sous le nom de la nouvelle autorité morale de Bokeh, se s'exagérait aujourd'hui publiquement et unanimement reconnu et accepté par les fils de Bokeh par sa sagesse, sa modestie, sa disponibilité et surtout l'honnêteté légendaire qu'il incarne. C'est pour cela, en l'intronisant, le chef des Kontigi de la Basse-Côte, Sékou Nassouma, l'a exhorté à maintenir sa ligne de conduite dans l'intérêt supérieur de la communauté. La confiance placée en lui n'est l'apanage de personne, mais Dieu. Donc qu'il ait confiance en ce Dieu, qu'il reste véridique et correct entre les populations, qu'il écarte l'ethnocentrisme et traite tout le monde au même pied d'égalité.
S'il l'assume, il sera récompensé ici et à l'au-delà. Pour le président de la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée-Cobag, leurs attentes sont grandes. Ce Kontigi doit œuvrer pour la cohésion sociale, mais aussi et surtout respecter les valeurs cardinales de la région. Il doit aussi, à tout prix, maintenir les valeurs que nous défendons en Basse-Guinée, c'est-à-dire, respecter l'autorité du chef, 2. Offrir l'hospitalité à l'étranger, 3. Respecter les sages. Donc ces valeurs-là sont des valeurs cardinales de la Basse-Guinée que nous voulons voir appliquées dans toutes nos préfectures. Quant aux autorités administratives de Boké, ils se réjouissent de cette intronisation et voient en cette action un moyen d'avoir un répondant direct des composantes de la société. Pour nous, autorités de Boké, c'est une réelle satisfaction d'assister à l'installation de Kontigi de Boké, quand on sait que notre préfecture Boké, Dieu a doté Boké de quelque chose qui est très rare à voir. C'est qu'il y a 14 ethnies dans notre préfecture. Donc pour voir le Sotikimo qui est installé, il doit mettre tout le monde dans un seul panier, regarder dans un seul sens, le sens de l'unité, le sens de la paix, le sens de la cohésion sociale. C'est vraiment récompensé pour que le rôle que le Sotikimo doit jouer le jour où on appelle la paix. Le doyen Tem Kalissa, aujourd'hui Kontigi, est né en 1931 à Tanene et recruté dans l'armée française en 1951 où il a participé à la guerre du Vietnam et d'Indochine. À l'accession de notre pays à l'indépendance, Tem Kalissa a été recruté comme chef de sécurité à la compagnie de Boksik de Midi, aujourd'hui CBG. L'actualité sur le continent, les nouvelles tendances des écoles d'ingénierie en Côte d'Ivoire. Elles ont pour ambition de dynamiser l'économie ivoirienne. Suivez. En Côte d'Ivoire, mettre en adéquation les formations dispensées à l'université avec le marché de l'emploi, c'est l'objectif des autorités. Pour ce faire, les établissements d'enseignement supérieur initient des filières de formation d'ingénieurs en mines et pétrole à côté de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Une option qui s'explique par le déficit de main-d'œuvre qualifiée pour l'exploitation à grande échelle des ressources minières du pays. La formation doit nécessairement s'accoupler à l'entreprise pour favoriser un meilleur apprentissage. Nous voulons faire en sorte que l'enseignement soit égal à ce que les partenaires attendent, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les apprenants. Favoriser donc un couple école-entreprise pour envisager une meilleure employabilité de nos étudiants. L'emploi des futurs ingénieurs est une préoccupation permanente. Géochimie, géologie, électrotechnique, informatique et gestion des projets, les cours dispensés préparent les étudiants aux différents métiers des industries minières, pétrolières ou électriques. Les étudiants sont conscients des contraintes des choix de leur filière. Pour eux, les perspectives d'insertion professionnelle sont bonnes. Les mines ont beaucoup d'effets plutôt néfastes sur l'environnement. J'aime ce domaine, mais j'aime aussi l'environnement, donc j'ai préféré être dans l'environnement et dans la mine. Comme tout le monde, quand on cherche du travail, quand on finit les études, on est un peu inquiet d'arriver sur le marché de l'emploi. Mais personnellement, je me dis que non, avec la formation que je reçois, l'école je suis, avec le contact que l'école a réussi à avoir avec les entreprises, ça sera plutôt facile par la grâce de Dieu. En Côte d'Ivoire, le sous-sol renferme plus de 2740 milliards de tonnes de minerais de fer, 298 millions de tonnes de nickel et 1214 milliards de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs se positionnent comme des pourvoyeuses de techniciens hautement formés, des ressources humaines qui vont permettre au pays de transformer son potentiel énergétique et minier en moteur de la croissance économique dans les années à venir. Un nouveau départ pour Gona Ondo, l'ex-ministre gabonais, a été nommé le 17 février dernier président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa. Suivez. L'ancien Premier ministre gabonais Daniel Onaondo a été nommé président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lors de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région qui s'est déroulée en Guinée équatoriale le 17 février 2017. Le Gabonais remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa qui a dirigé l'institution pendant 5 ans. Ce lundi à Libreville, la nouvelle est perçue de diverses manières. Il a été négatif en tant que Premier ministre.
c'est pas la CEMAC qui ira faire quelque chose. La CEMAC regroupe quand même autant de pays de l'Afrique centrale. Nous sommes très heureux qu'un de nos compatriotes a une telle institution. D'abord, il est docteur en sciences économiques, donc la nomination est une nomination favorable d'une telle personnalité qui a fait ses preuves au niveau du Gabon. Et vous voyez bien que l'économie gabonaise a pris un envol assez important. Donc mettre quelqu'un de cette envergure-là, je crois que ça nous promet des lendemains meilleurs. Daniel Ondo était un grand homme. Sous la présidence du professeur Daniel Onaondo, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devra entre autres conduire les négociations sur les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et rendre concret la libre circulation des biens et personnes en zone CEMAC. Oui, vraiment nous sommes très contents comme on a signé la libre circulation de la CEMAC. Parce que entre le Cameroun et la Guinée et le Gabon, c'était la même famille, mais comme le Gabon et la Guinée accepté, nous sommes vraiment très fiers. Parce que ça va nous arranger, nous les opérateurs économiques. Je pense que cette décision est plutôt salutaire dans la mesure si ça sert à tous les pays de la zone CEMAC. Mais nous observons qu'elle sera plus ou moins en sens unique dans la mesure où c'est plus nos voisins de la sous-région qui viennent investir au Gabon. Ils ont signé, mais vraiment, moi, je ne crois pas cet accord. Si le Gabon a hérité de la présidence de la commission de l'institution, conformément aux règles rotatoires en vigueur au sein de la communauté, la vice-présidence revient à la République du Tchad. La nouvelle équipe prendra ses fonctions à compter du mois d'août 2017. Perspective de croissance favorable aux zones UEMOA. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6% de PIB sur le moyen terme. Suivez. Les perspectives de croissance à moyen terme au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont favorables. Ainsi, le FMI, Fonds monétaire international, prévoit une croissance du produit intérieur brut de la zone autour de 6%. Malgré cette prévision à court terme, l'institution financière internationale met en garde les 8 pays membres de l'espace UEMOA contre un accroissement des vulnérabilités. Aujourd'hui, les pays qui portent la croissance économique en Afrique de l'Ouest de façon générale, mais dans la zone UEMOA en particulier, c'est d'abord le Sénégal, la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Mali. Or, on le sait, ces pays aujourd'hui sont confrontés à des problèmes structurels, à des problèmes de réforme qui tardent à produire les résultats escomptés. Quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, c'est le cacao qui porte la croissance. Quand vous prenez le Mali, c'est le domaine de l'or, de l'agriculture. Le Sénégal, c'est relativement pareil. Donc, vous voyez aujourd'hui que ces secteurs ne se portent pas autant bien qu'on aurait souhaité l'avoir dans la zone UEMOA. Donc, ce qui plombe un peu la croissance économique dans notre zone. Les perspectives de croissance restent soumises à des risques baissiers importants. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire, les ralentissements des formes structurelles ainsi que la baisse des prix de certaines matières premières dans la sous-région ouest africaine. Nous avons une croissance qui n'est pas soutenue, une croissance qui n'est pas durable parce que toujours les projections que nous les faisons sur le court terme à cause justement de ces facteurs-là. Donc aujourd'hui, il y a cette dynamique-là que nous devons changer. Mais en tout état de cause, le problème en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas tant les taux de croissance, c'est plutôt la question de la redistribution de ce taux de croissance-là pour permettre justement à chaque pays de pouvoir profiter véritablement de ces taux de croissance. Cela devait se matérialiser par la mise en place des infrastructures entre les différents pays de la zone UEMOA, par des investissements massifs dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, chose qui aujourd'hui tarde à produire les résultats escomptés. Le Fonds monétaire international recommande ainsi aux pays de la région de réduire les déficits budgétaires à 3% du PIB en 2019, et cela par les biais d'une mise en œuvre rapide des réformes visant à accroître la mobilisation des recettes, à améliorer l'efficacité des investissements publics et renforcer la gestion de la dette. L'objectif est aussi de créer un espace budgétaire pour les investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales. Ailleurs dans le monde, 17 minutes pour présenter son projet en matière de santé. C'est l'exercice auquel se sont livrés 5 candidats à la présidentielle française. Parmi eux, Benoît Hamon, socialiste, et François Fillon pour le Parti des Républicains.
L'ancien Premier ministre, toujours empêtré dans le Penelope Gates, a voulu prouver qu'il n'avait aucune intention de privatiser la sécurité sociale. Suivez. Comité d'accueil devant le palais Brongniart. Des étudiants dentistes sont venus perturber le grand oral des candidats sur la santé. À l'intérieur, Emmanuel Macron ouvre le bal des propositions. Aucun soin utile ne doit être déremboursé, ne sera déremboursé dans le quinquennat. Mais c'est aussi pour ça que je souhaite réduire le reste à charge des ménages. Et pour l'optique, le dentaire et l'audio, je souhaite que d'ici 2022, ce reste à charge soit réduit à zéro. Autre mesure, rembourser à 100% les maladies chroniques et doubler le nombre de maisons de santé. Le candidat promet d'investir 5 milliards pour les hôpitaux. Pour Benoît Hamon, le financement de l'hôpital est une priorité. Il faut le modifier. Nous avons besoin de repenser l'hôpital. Il faut absolument améliorer carrière et organisation du travail. C'est à mon avis une des clés de l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital. Pas simplement le financement de l'hôpital, mais aussi les conditions de travail des personnels soignants et administratifs. Ces autres propositions, reconnaissance du burn-out, lutte contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens, le candidat socialiste milite pour une santé du bien-être. Puis c'est au tour de François Fillon, très attendu sur le sujet, accusé de vouloir instaurer une santé à 2 vitesses. Le candidat de la droite s'est défendu. Il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. C'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les Français. Les Français, très attachés à leur système de santé, semblent pessimistes. Selon un sondage, 2 tiers d'entre eux pensent qu'à l'avenir, les soins seront moins bien remboursés par la sécurité sociale. Objectif aéroport. Les forces irakiennes engagées dans la reconquête de la partie ouest de Mossoul ont atteint hier le point de contrôle d'Aqara, considéré comme la porte sud de Mossoul. Les soldats espèrent ensuite reprendre l'aéroport et s'y installer pour lancer leur offensive contre les djihadistes retranchés dans la vieille ville. Regardez. Ils se saluent et se congratulent. Ces 2 commandants se félicitent de l'avancée conjointe de leurs troupes. Après avoir pris une quinzaine de localités, dont le village d'Al-Boussaïf, les forces irakiennes continuent de se rapprocher de l'ouest de Mossoul. Nous sommes là sur le checkpoint d'Akrab. Il est considéré comme la porte de Mossoul. La ville est proche à environ 2 km. Nous allons y entrer bientôt. Les forces irakiennes sont parvenues à faire reculer les djihadistes du groupe État islamique. Le groupe État islamique a attaqué nos forces. Les djihadistes se sont repliés vers Mossoul. Ils n'ont pas beaucoup résisté. Les forces irakiennes avancent par le sud. L'enjeu est le contrôle de l'aéroport qui permettrait à l'armée gouvernementale d'installer une base de soutien rapprochée, avant de se lancer à la reconquête des quartiers de Mossoul-Ouest. Les autorités américaines estiment à 2000 le nombre de combattants djihadistes encore retranchés dans la 2e ville du pays. L'opération pour reconquérir l'ouest de Mossoul s'annonce compliquée. Les véhicules blindés de l'armée irakienne auront du mal à se déplacer dans les ruelles étroites du centre de la ville. C'était tout au compte de cette édition de nos informations. Toute l'équipe vous dit merci et à nous retrouver demain quand il sera 20 h. Au revoir.